Donc, avant de commencer, donc on va attendre un petit peu que tout le monde s'installe en salle. Donc, sur votre écran, vous voyez s'afficher donc, les différentes conférences, donc celle d'aujourd'hui sur climat, énergie, impasse ouverture de Monsieur André Jean Guérin. Donc, la prochaine conférence, ce sera celle du 18 juin sur la biodiversité de Christian Lévesque. Nous aurons également d'autres conférences au deuxième semestre donc, qu'on va programmer. Et un événement, donc un congrès qui se fera à la fois en présentiel et à la fois en virtuel, dont HB21 est partenaire, sur les HVDC 21, qui se déroulera du coup à Liège, en Belgique, en novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre site web, donc je vous invite, après la conférence, à aller voir un petit peu nos activités passées sur le site hb21.org. Et donc, pour toute information, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et depuis le site, vous pouvez accéder également à la chaîne YouTube sur laquelle nous mettons en ligne toutes les conférences, dont celle-ci qu'on est en train d'enregistrer actuellement. On a commencé à filmer les conférences depuis environ 1 an. Donc, on n'a pas toutes les conférences depuis le début, mais on a déjà, je crois, 4 ou 5 conférences qui sont en ligne. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, Vera, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous signaler que cet événement, c'est un événement qui a été organisé en partenariat avec 2 organismes tout à fait très importants. AGP 21, ça veut dire Association Grand Projet 21, et l'Académie d'agriculture de France. Voilà. L'AGP 21, je rappelle, qui a été créée par notre actuel président, M. Lucien Deschamps, et qui, je fais partie de cette organisation depuis toujours, et puis je suis membre du comité scientifique international. D'ailleurs, président de son bras au Brésil, l'association AGP 21 au Brésil. L'association, l'Académie d'agriculture de France, je suis également membre avec beaucoup de plaisir, et je suis d'ailleurs conseillère de M. André Jean Guérin, qui va nous donner le plaisir de parler ce soir sur une question tout à fait du moment, parce que c'est justement la question, toutes les questions liées au climat, l'énergie, l'impasse et l'ouverture. Nous avons besoin véritablement d'avancer dans ces dossiers parce que nous sommes en train de vivre un moment très difficile et qu'il faut repenser un peu l'usage de notre temps et la possibilité d'utiliser les ressources, surtout les ressources de la nature, issues de la nature, d'une façon plus raisonnable. Voilà. Et puis, j'ai un grand plaisir de vous informer que moi, j'ai fait partie de la section de production végétale de l'Académie, qui travaille sur la question de la biomasse et d'autres questions liées également à reproduction avec beaucoup d'attention des plantes et du système. D'autre partie, on voit que M. André Guérin fait partie d'une autre session très importante dans cet ensemble, n'est-ce pas, que la session des ressources humaines et sociales. Alors, on a véritablement des informations très importantes qui concernent les liaisons entre les questions environnementales, sociales et économiques dans la question de toutes les questions liées à la biodiversité. Alors, M. Guérin est l'ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur de greffe, ancien élève du CEPE, ingénieur général honoraire des ponts et des eaux et des forêts, et ancien DDAF. Et puis, il est délégué général de la Fondation Nicole Rouleau. Il travaille sur la question du développement durable,
sur la question des climat-énergie et puis toutes les questions liées à ce qu'on essaie de trouver comme alternative dans un réseau comme celui-là pour rendre possible un développement durable et soutenable. D'ailleurs, son expérience également dans la biomasse, qu'on essaie de faire avancer dans le bon sens, qui concerne les énergies, les paniers des énergies renouvelables. Alors, je désire, après ces brefs mots, repasser la parole pour M. André-Jean Guérin, juste pour finaliser cette première approche qui concerne ce que nous irons parler ce soir. J'aimerais bien dire que, comme moi et comme beaucoup de vous, notre passion véritablement est de connaître les choses, comme l'Académie d'agriculture de France et tous qui font partie de l'Académie d'agriculture, et de retransmettre les informations pour essayer de contribuer avec tout ce qui se passe à ce moment-là et nous faire sortir d'une façon plus raisonnable. Excusez-moi, je veux tout de suite retransmettre la parole à mon confrère Jean Guérin, André Jean Guérin, et après, nous pourrons continuer les échanges et la mesure de nécessaire. Voilà, c'est à vous, monsieur, avec plaisir. Grand merci, chers consoeurs, comme on dit à l'Académie d'agriculture et dans d'autres lieux. Merci pour cette présentation relativement exhaustive et qui m'oblige à essayer de répondre à l'attente que tu as formulée. Et merci aussi pour les organisateurs. Et je sais que c'est compliqué avec les contraintes sanitaires d'aujourd'hui de permettre à une multitude de personnes de se retrouver pour écouter, pour voir et aussi pour interroger. Donc, merci à l'association de Grands Projets 21 ainsi qu'à l'Académie d'agriculture. Et à ce titre, je voudrais envoyer une petite salutation particulière et un remerciement tout spécial à Pierre Marsal. Si la conférence ne vous convient pas, vous m'enverrez les reproches, c'est que je l'aurais mal préparée. Mais si elle vous plaît, remerciez Pierre Marsal qui a milité auprès de AGP 21 comme auprès de l'Académie d'agriculture pour que cette conférence ait lieu, malgré les difficultés depuis plus d'1 an liées au contexte sanitaire et qui nous permet maintenant de la faire en visio à défaut de pouvoir être en présentiel. Mais finalement, la visio ouvre des perspectives et je crois que AGP 21 envisage régulièrement maintenant de permettre à des personnes qui ne pourraient pas être lors des prochaines réunions d'être quand même présentes à travers les réseaux Internet. Donc, merci. Et si il est possible que je partage mon écran, à ce moment-là, je pourrais vous présenter les diapositives que je vous ai préparées. Alors, je crois que j'ai la main. Hein, j'essaye de partager mon écran. Et est-ce que ça va marcher? Oui, ça semble marcher de mon côté. Est-ce que ça marche de tous les côtés? Oui. Eh ben, c'est très bien. C'est parfait. Voilà, je mets l'écran sur la totalité de l'écran. Est-ce que chacun m'entend bien? Ben, j'espère. L'image et le son sont parfaits. Très bien, OK. Eh bien, nous allons y aller sur ce sujet, climat-énergie. On va parcourir un certain nombre de contraintes, impasses et aussi les ouvertures qui sont aujourd'hui visibles, qu'on peut envisager. Voilà un petit peu les sujets qu'on va survoler les uns après les autres rapidement, parfois un peu rapidement parce que je sais que l'écoute d'un conférencier à travers Internet est parfois un petit peu longue, donc il m'arrivera de temps en temps de survoler certaines diapositives
j'ai tenu à les conserver quand même en l'état parce que vous pourrez, au-delà de l'enregistrement qui est en cours, vous pourrez disposer sur le serveur de AGP 21 de cette présentation dans laquelle vous retrouverez du coup un certain nombre des chiffres que nous allons parcourir et qui évidemment sont importants parce que on n'est pas simplement dans du langage en quelque sorte et des impressions, on est aussi sur des constats physiques, sur des mesures et donc il est important d'avoir quelques références. Donc voilà ce que nous allons parcourir et en commençant par cette question qui était, je m'en souviens, il y a encore une vingtaine d'années, le souci c'était de dire attention, le réchauffement climatique, ça va impacter nos enfants et nos petits-enfants. Ben oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on commence à en voir les effets. Alors, quand j'ai préparé cette conférence, c'était l'année dernière, puisqu'elle devait avoir lieu au mois de mars, j'avais collecté un certain nombre d'informations sur les réseaux et sur la presse, tout simplement, qui étaient peut-être pas chacune en elle-même la signature du réchauffement climatique, mais qui, lorsqu'on les met les unes après les autres, les unes à côté des autres, montrent qu'il y a quand même des questions qu'il importe de regarder de près. Donc là, il s'agissait du typhon Fanfone. Là, vous avez, c'était en décembre 2019, donc juste il y a un an, en Corse, des inondations, il en arrive régulièrement d'autres, mais bon, là aussi, encore une fois, c'est plutôt l'accumulation qui est à considérer. Évidemment, on parle de la fonte des glaces et notamment dans les pôles arctiques et antarctiques avec une accélération de cette fonte. Et là, voilà, c'était une photo qui en parlait là aussi il y a un an. À propos de fonte, eh bien, voilà deux photos à un siècle d'écart de la mer de glace dans le massif de Chamonix, que vous connaissez tous. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir fréquenté dès les années 70, qu'on avait un niveau qui était plus proche de la photo de gauche que de la photo de droite. Donc, les choses vont extrêmement vite. Les coraux, là aussi, il y a une érosion. On parle d'érosion des coraux, c'est peut-être pas le terme le plus approprié. En tout cas, il y a une mort des coraux qui perdent une partie de leur matériel vivant, en quelque sorte, à la fois constitué d'un animal et d'une algue. Du coup, il y a un blanchiment des coraux et en fait une mort dans la mesure où l'appareil vivant qui construit le corail disparaît du support calcaire et matériel. Et c'est une évolution qui s'accélère. C'était au mois de janvier 2020, donc juste alors que j'ai préparé cette conférence, et là, c'était une photo satellite interprétée par des systèmes automatiques qui permettait de voir la multiplication des incendies et l'ampleur des incendies sur l'ensemble de l'Australie, avec une accumulation particulière sur la côte sud-est de l'Australie, c'est-à-dire pas très loin de la capitale. Vous vous souvenez sans doute des inquiétudes et des conséquences que cela a eu sur un certain nombre de forêts de cette côte et sur tous les animaux, notamment endémiques de l'Australie, qui pouvaient y vivre. Et puis, dans nos pays, nous ne sommes pas indemnes, bien sûr, avec des constats de sécheresse accrue et de dépérissement des forêts. Et là, elles sont suffisamment importantes et fréquentes pour avoir conduit l'Office national des forêts à développer un guide pratique pour les collectivités, pour les aider à anticiper et à lutter contre ces phénomènes de sécheresse. Voilà, et tout cela, alors ça, j'ai pu l'actualiser, donc ce sont
des données qui ont été produites par Météo France à la fin de l'année dernière. Et l'année 2020 apparaît d'ores et déjà comme l'année la plus chaude en France depuis 1900, selon Météo France. Encore une fois, pour tous les phénomènes que j'ai évoqués, chacun d'entre eux ne peut à coup sûr pas être attribué au réchauffement climatique en soi. En revanche, leur accumulation ne fait pas de doute. La fréquence accrue est liée à un réchauffement dès à présent du climat de la Terre. Alors, que savons-nous du changement climatique? Donc, je vais vous donner un certain nombre d'informations qui, pour grand nombre, sont tirées d'informations rassemblées par le GIEC. Je vous redirai ce qu'est le GIEC. Et donc, on retrouve cette courbe de croissance de la température enregistrée à la surface de la Terre et rapportée par différents témoignages, dont celui du GIEC. Alors, je vous le dis tout de suite, le GIEC, c'est le groupe intergouvernement d'études sur le climat qui a été créé en 1900. Excusez-moi, je n'ai plus la date exactement en tête, mais c'était un an ou deux avant Rio. Et donc, il a été créé par notamment l'Organisation de la météorologie mondiale et par le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Alors, vous le savez, vous en avez entendu parler, on en entend moins parler, je vous le redirai aujourd'hui, mais il y a eu longtemps, pendant plus de 10 ans, un mouvement d'opinion qui était sceptique sur la réalité de ces évolutions du climat et notamment de son réchauffement. J'ai voulu garder une diapositive pour illustrer en quoi cette opinion de climato-scepticisme était fondée sur une mauvaise interprétation des données. Alors évidemment, la diapositive que vous voyez est sans doute un peu caricaturale, mais c'est quand même cela qui est au fond à la base de ces affirmations. Les climato-sceptiques utilisent de façon volontaire ou inconsciemment une mauvaise façon de regarder les enregistrements de la température. Il est évident qu'on peut toujours prendre dans des évolutions qui sont erratiques un pic dans le passé et un point bas actuel qui conduisent à avoir une baisse de la température enregistrée. Mais la méthode correcte, méthode scientifique, est d'avoir une moyenne pondérée en quelque sorte des évolutions et des enregistrements. Et donc, on peut, sur la base de ces méthodes je dirais, d'analyse correcte des données, affirmer en effet qu'il y a bien un réchauffement climatique et dénier à Donald Trump, il n'est plus aux affaires, la possibilité d'affirmer de par le monde qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique et que, en tout état de cause, c'était éventuellement la responsabilité d'un seul pays. Par ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut peut-être un peu moins insister sur le sujet, aujourd'hui, le climato-scepticisme fait quand même moins recette. Il y a toujours une part de l'opinion, notamment aux États-Unis et peut-être certainement dans d'autres pays, qui y accordent du crédit, mais un ensemble de domaines et un ensemble d'acteurs clairement admettent aujourd'hui qu'il y a réchauffement climatique et que ça pose problème. Alors, que sait-on de l'effet de serre? Parce que ça ne suffit pas de mesurer en quelque sorte l'évolution des températures, qui est indubitablement le marqueur d'un réchauffement. La science climatique, par ailleurs, les connaissances qui permettent d'expliquer en quelque sorte ce réchauffement climatique
Et du coup, à partir du moment où on en a une explication scientifique d'anticiper les évolutions à venir, parce que c'est cela qui est en jeu à travers cette conférence, mais c'est cela surtout qui est en jeu à travers les propos et les décisions qui sont prises à différentes échelles, internationales, européennes ou nationales, c'est parce qu'on est capable d'anticiper ce qui va se passer. La science climatique est fondée sur des connaissances anciennes. Elle a 150 ans, si vous voulez, si on en prend les prémices jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une science robuste. On connaît les fondements, on connaît les explications, on connaît les enchaînements qui, de l'effet de capture de la chaleur effectué par certaines molécules, le gaz carbonique en fait partie, jusqu'à un réchauffement des basses couches de l'atmosphère, eh bien, on connaît l'ensemble du phénomène et on sait le modéliser depuis longtemps. Pour en donner une illustration particulière, il y a un peu plus d'un siècle, Svante Arrhenius, qui était chimiste suédois, avait, avec des moyens bien moins puissants et des modélisations bien moins sophistiquées qu'aujourd'hui, anticipé qu'un doublement de la quantité de CO2, de gaz carbonique, de dioxyde de carbone dans l'air, conduirait à un réchauffement de 4 degrés de l'atmosphère terrestre et donc du climat. Eh bien, on n'en est pas très loin aujourd'hui. C'est dire à quel point, si vous voulez, cette science est quand même solidement fondée. Et voilà, du coup, aujourd'hui, les documents qui sont produits par la synthèse des lectures des articles scientifiques que fait le groupe interdépartemental d'études du climat, le GIEC, voilà ce qu'il en ressort dans son dernier rapport d'évaluation avec, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces éléments, vous les retrouverez s'ils vous intéressent. De toute façon, ce sont des copies de ce qui est publié dans le rapport du GIEC, le dernier rapport d'évaluation. Vous en avez la source en bas à gauche. Eh bien, aujourd'hui, on mesure l'effet de réchauffement des différents gaz à effet de serre par leur capacité à ajouter du réchauffement à la base de l'atmosphère au niveau du sol. C'est ce qu'on appelle le forçage radiatif lié au gaz à effet de serre. Et donc, on voit que les deux grands gaz à effet de serre qui induisent un forçage radiatif sont notamment, vous l'avez sur la colonne de gauche, le dioxyde de carbone, ou encore appelé gaz carbonique, et le méthane, soit CH4 dans sa formule chimique. Je voudrais commenter la barre rouge qui est en bas avec la légende de 2011, en rappelant que l'irradiation solaire absorbée au sol, donc toute la chaleur qui nous est envoyée par le soleil au niveau de chacun, eh bien, représente en moyenne un flux énergétique de 238 watts par mètre carré. Le forçage radiatif, c'est-à-dire l'augmentation de cette capture d'énergie au niveau du sol liée au gaz à effet de serre émis par l'humanité, est de 2,29 watts par mètre carré, c'est-à-dire à peu près 1% de la chaleur absorbée qui nous vient du soleil. Mais quand on fait des calculs sur ce que représente ce 1%, en équivalent énergie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire des tonnes d'équivalent pétrole, par exemple, eh bien, ça représente 920 milliards de tonnes d'équivalent pétrole par an, soit 70 fois la consommation énergétique de l'humanité en 2017. Donc, vous voyez à quel point ce forçage radiatif lié au gaz à effet de serre est incommensurablement plus important
que la consommation énergétique de l'humanité. Je passe pour un peu plus rapidement indiquer ce que devient cette énergie supplémentaire. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, grâce notamment à l'océan, plus de 90% de cette énergie supplémentaire est absorbée par les océans. Alors, c'est à la fois une bonne chose et une inquiétude. Une bonne chose parce que ça évite un réchauffement de l'atmosphère trop rapide, et une inquiétude parce qu'évidemment, la chaleur qui s'accumule dans les océans, eh ben, elle y restera, et elle y restera longtemps. Hein. Vous savez que quand l'eau est chaude, pour se refroidir, ça met longtemps. Eh bien là, c'est pareil, ça mettra longtemps. Et moi, j'aime bien présenter des courbes qui ont été diffusées, publiées par le GIEC dès sa 3e évaluation d'évolution du climat, car elles montrent l'inertie du système climatique. Dans cette représentation, vous avez en abscisse, c'est-à-dire le long de l'axe horizontal en bas, le temps. Et vous voyez, à l'époque, donc, ce rapport d'évaluation avait été publié en 2001. Today, c'était donc en 2001. Et puis, on a une barre blanche verticale qui représente 100 ans, 2100 en l'occurrence. Et à droite, une deuxième barre blanche qui représente 1000 années à partir de 2001, c'est-à-dire l'an 3000. Il était considéré un scénario dans lequel les émissions de gaz carbonique, le principal gaz à effet de serre qui nous intéresse, devaient avoir un pic, ce qu'on espère, au cours du siècle actuel, disons au milieu du siècle, et la décroissance venant ensuite, les émissions redevenaient très faibles au cours des siècles qui suivent. Eh bien, malgré ce, vous avez une stabilisation du gaz carbonique dans l'atmosphère qui n'intervient que 200 ou 300 ans après l'an 2000. C'est la courbe violette. Donc, ça continue à monter pour différentes raisons qu'on pourra détailler au cours de la discussion. Et donc, il y a une augmentation malgré tout de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, d'abord parce qu'il s'accumule. Donc, tout ce qu'on a rejeté, il reste pendant longtemps. Et puis, il y a des phénomènes en boucle qui, en outre, font que ça continue à augmenter également. Mais de surcroît, vous avez la poursuite d'une augmentation de la température, parce que là encore, une partie de la chaleur, une grande partie de la chaleur s'accumulant dans l'océan. L'océan se réchauffe lentement, mais une fois qu'il s'est réchauffé, il ne se refroidit pas et il rend de la chaleur à l'atmosphère. Et vous avez les conséquences notamment sur les phénomènes qui sont les plus lents à réagir, qui sont notamment le relèvement du niveau des mers, lié à un double phénomène. L'eau se réchauffant depuis l'atmosphère augmente. Vous savez, le volume de l'eau qui est chaude est plus important que l'eau qui est froide. Et deuxième cause, eh bien, il y a une fonte des glaces, que ce soit les glaciers continentaux, que ce soit les glaciers des deux pôles, Arctique et Antarctique. Eh bien, l'ensemble provoquant lentement, mais pendant très longtemps, une augmentation du niveau des mers. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Je reste un petit peu plus longtemps sur cette diapositive, mais c'est important de bien l'enregistrer. On ne reviendra pas au climat qu'on a connu pour les plus âgés comme moi il y a 60-70 ans. On ne reviendra pas non plus à une situation hantée sur les conséquences du réchauffement climatique. On ne reviendra pas sur le fait que le niveau des mers va continuer à s'élever
pendant des décennies, pendant des siècles, et probablement sur des hauteurs qui… Alors, ça va se faire lentement. L'humanité peut s'y préparer et s'y habituer, mais elle devra y faire face, impérativement. Donc, il vaut mieux que ce soit le plus lentement possible. En gros, c'est ça le message, si vous voulez. On peut réduire les conséquences du changement climatique, on ne pourra pas éviter le changement climatique. Il faudra donc aussi s'y adapter. Voilà, je passe là-dessus. On y reviendra éventuellement dans la discussion. Alors voilà, là, on revient aux évaluations du GIEC dans les derniers travaux d'évaluation du GIEC, avec, là, je l'interprète rapidement, si vous voulez, un ensemble de scénarios qui ont été élaborés par le GIEC à partir de travaux de tout un tas d'équipes scientifiques dans le monde entier. Comme vous le savez, le GIEC travaille à partir des travaux scientifiques qui sont élaborés dans tous les pays. Et le GIEC a élaboré des scénarios sur la base d'un renforcement du surplus radiatif. Et c'est ce qui a été appelé les RCP 2.6, 4.5, 6 et 8.5. Par anticipation de ce qu'on dira ensuite, seul le scénario RCP 2.6 permet d'envisager de respecter l'objectif de l'accord de Paris, qui est de ne pas dépasser un réchauffement de plus de 2 degrés à la fin du siècle présent. Vous voyez en revanche que les tendances peuvent aller vers des réchauffements beaucoup plus importants dans d'autres scénarios. Nous y reviendrons. Alors, là aussi, pour imager un petit peu ce que c'est qu'un réchauffement climatique qui puisse aller jusqu'à plus 5 degrés, puisque c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse du scénario le moins optimiste du GIEC. 5 degrés, comme vous le voyez là, c'est le passage, 5 degrés de température moyenne au niveau du globe, hein. Ce n'est pas les températures de la météo qui peuvent changer de plus de 10 degrés presque d'un jour à l'autre. Là, c'est en moyenne sur l'année, un réchauffement de plus 5 degrés, donc du climat de la Terre, c'est le passage de l'ère glaciaire, de la dernière ère glaciaire, à l'ère actuelle, comme vous le montre cette diapositive. Donc, il y a de l'ordre de 20 000 ans, il y avait de la glace jusqu'à Lyon. On passait à pied en Grande-Bretagne, on passait à pied de l'Asie en Amérique, ou avec des détroits très courts, donc de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Et on avait des steppes jusqu'au bord de la Méditerranée. Donc, ces 5 degrés ont été gagnés sur quelques millénaires. Avoir un changement climatique de 5 degrés en quelques siècles, même si c'est cela, c'est d'une brutalité inouïe qui n'est pas repérée jusqu'à présent dans les archives de la Terre, en quelque sorte, telles qu'on peut les analyser aujourd'hui. Et donc, c'est un changement extrêmement important et très brutal. Autant dire que ça a des conséquences, ça a d'ores et déjà des conséquences, et ça aura des conséquences sur l'ensemble des éléments d'environnement, en quelque sorte, de l'humanité, sur les ressources alimentaires, notamment pêche, production végétale, diversité environnementale, et le GIEC, là aussi, a voulu donner une illustration que vous pourrez regarder dans le détail des types de conséquences que cela aura selon les continents et selon les régions. Je profite de cette diapositive pour indiquer que, et ça a été une grande amélioration des travaux du GIEC, qui, il y a encore un peu plus d'une vingtaine d'années, donnait des simulations et des scénarios
à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les travaux sur lesquels se fonde le GIEC et dont il assure la synthèse permettent de commencer à avoir des simulations et des scénarios à l'échelle continentale et même à l'échelle régionale. Il y a par exemple des scénarios concernant plus particulièrement l'Europe ou la Méditerranée. Ce qui permet d'avoir une estimation, une appréciation des conséquences que ce réchauffement climatique pourra avoir sur les différentes régions du monde. Et alors, du coup, puisque c'est l'objet de la conférence, quel lien y a-t-il avec l'énergie? Eh bien, plusieurs à coup sûr. Que se passe-t-il avec le réchauffement climatique, avec les changements climatiques? Le fond de l'affaire, c'est que les gaz à effet de serre conduisent à conserver une part accrue de l'énergie reçue du Soleil dans les basses couches de l'atmosphère, au niveau du sol et dans les basses couches de l'atmosphère. Et à l'inverse d'ailleurs, les hautes couches de l'atmosphère se refroidissent. Et donc ce différentiel de chaleur, en quelque sorte, entre la base de l'atmosphère et les hautes sphères de notre atmosphère, eh bien, induisent des mouvements d'air de plus en plus importants et violents. C'est comme ça qu'on a pu, et cela explique du coup les constats d'augmentation de fréquence de tempêtes, d'orages violents, de phénomènes cévenols de plus en plus importants et violents, de cyclones tels que représentés dans la photo en bas à droite, plus fréquents, pas forcément plus violents. Il y a une discussion scientifique aujourd'hui autour de ça, mais en tout cas, de plus en plus fréquents, ça c'est déjà observé. Ceci étant, c'est loin d'être le seul lien avec l'énergie, puisque au début de la chaîne, en quelque sorte, l'augmentation de gaz à effet de serre est liée du côté des émissions humaines à la consommation énergétique telle qu'elle est aujourd'hui la plus importante dans le monde, avec notamment un des gaz le plus important au point de vue du forçage radiatif, le gaz carbonique, le CO2, qui provient de la combustion des énergies fossiles pour une très large partie, et le méthane, autrement appelé gaz naturel, autrement pompé en quelque sorte de terre pour les besoins énergétiques du monde, qui représente en lui-même un gaz à effet de serre dont l'effet de forçage climatique est plus important que le CO2. Heureusement, il ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère et se détruit, mais à ce moment-là, il devient aussi un gaz à effet de serre sous forme notamment de vapeur d'eau à très haute altitude ou bien de gaz carbonique lorsqu'il est oxydé. Pour confirmer cette articulation avec la consommation d'énergie fossile, eh bien, vous voyez que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre provient à 70% de l'utilisation énergétique par l'humanité. Et sur ces 70%, à ce moment-là, c'est le gaz carbonique qui est le principal gaz à effet de serre, même s'il y a un peu de méthane, notamment des fuites dans l'exploitation du méthane, du gaz naturel. Et on le comprend bien quand on sait par ailleurs, et c'est le schéma de droite, qu'à l'échelle mondiale, c'est vrai grossièrement aussi à l'échelle européenne, c'est un peu particulier, un petit peu différent pour la France, mais pas de façon radicale en tout cas. À l'échelle mondiale, plus de 80% de l'énergie utilisée par l'humanité provient de sources fossiles. C'est le charbon, c'est le pétrole et c'est le gaz naturel.
Le reste, vous voyez, 20%, y compris le nucléaire, y compris l'hydraulique, y compris les nouvelles énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, y compris les anciennes énergies renouvelables comme le bois. Et voilà une autre illustration de la même chose faite par Jean-Marc Jancovici et qui montre à quoi servent en gros ces combustibles et carburants fossiles. Le charbon aujourd'hui principalement pour faire de l'électricité, le pétrole principalement pour se déplacer, le gaz naturel pour différents usages et toujours taquin, Jean-Marc lance une flèche pour montrer ce que représentent les énergies renouvelables sur lesquelles beaucoup de médias se focalisent. Rappelons que l'ensemble des énergies renouvelables comporte notamment la biomasse et que, en définitive, regardez à 150 ans de distance, il y avait une part accrue de biomasse dans la consommation énergétique il y a 150 ans parce que c'était essentiellement de la biomasse et largement du bois pour ce qui est de l'énergie. Pas uniquement d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi la biomasse mangée par les bêtes de somme qui représentait encore une part importante de la force de traction. Autre représentation, et là, non pas en quantité d'énergie, mais en émissions de gaz à effet de serre, donc je passe, mais c'est le même type de constat avec l'observation que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre proviennent bien des énergies fossiles. Alors, on est conscient du réchauffement climatique, on est conscient d'un certain nombre de conséquences, on a fait le lien avec la consommation d'énergie fossile. Que pourrait-on faire pour notamment éviter le pire et même essayer, non pas d'avoir le meilleur, mais en tout cas d'avoir quelque chose de plus acceptable possible. Je reviens là avec des schémas qui ont été publiés dans le dernier rapport d'évaluation du GIEC et qui reprennent les scénarios de forçage radiatif RCP 2.6, 4.5.6 et 8.5. Je vous le disais tout à l'heure, un seul scénario est compatible avec les engagements de l'accord de Paris et l'objectif qui avait été fixé d'ailleurs dès 2009 lors de la conférence des parties de Copenhague, à savoir ne pas dépasser un réchauffement de plus de 2 degrés à la fin du siècle présent, c'est-à-dire en 2100. Un seul est compatible, c'est d'avoir des émissions, et c'est le schéma du bas, une accumulation de gaz à effet de serre qui évite un réchauffement trop important. Et cette accumulation laisse en quelque sorte la possibilité, pour rester dans ce scénario, laisse la possibilité d'émettre des gaz à effet de serre en quantité à peu près égale au cumul de ce qui a été émis depuis le début de l'ère industrielle, depuis en gros 1850. Donc, vous voyez, on a l'humanité, avec le charbon, le pétrole, le gaz, a émis depuis 150 ans en gros 300 pétagrammes, milliards de tonnes de carbone. C'est une mesure en carbone. Pour passer du carbone au CO2, il faut multiplier par 3,7 le poids. Mais donc là, la mesure est faite en pétagrammes de carbone, c'est-à-dire en milliards de tonnes de carbone. Eh bien, on a émis en gros 300 milliards de tonnes de carbone sous forme de gaz à effet de serre. Il ne faut pas en émettre plus d'ici la fin du siècle, si l'on veut rester dans un scénario compatible avec l'objectif de Paris, l'objectif le plus impératif, celui de ne pas dépasser les 2 degrés en 2100. Il est évident que si on voulait atteindre celui de 1,5 degré, là, il faudrait encore réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Nous allons y revenir.
Et voilà une autre représentation du GIEC qui dit en gros la même chose et qui montre cette limite qui est donnée par le scénario RCP 2,6. Je passe, vous pourrez le regarder dans le détail à l'occasion. La diapo qui vient est intéressante. Elle a été faite par une équipe scientifique britannique parce qu'elle permet de comprendre le rapport entre ce budget, en quelque sorte, d'émissions de gaz à effet de serre, autrement appelé budget carbone dans certaines littératures, compatible avec l'objectif de 2 degrés et la réalité de ce que l'on connaît aujourd'hui des réserves de carburants et combustibles fossiles. Donc, vous avez à gauche le budget carbone représenté sous forme de cette colonne et sur la droite, en marron, les réserves de pétrole, les réserves de gaz, les réserves de charbon et les réserves de lignite. Autant dire, l'image est évidente en quelque sorte, son interprétation est facile déjà en la regardant. Si l'humanité veut mettre en place des mesures pour rester dans les limites de l'accord de Paris, elle doit impérativement se restreindre dans l'utilisation, dans la consommation, dans l'extraction des combustibles fossiles, car il y en a beaucoup trop pour rester dans cet objectif. Donc, il doit y avoir une sobriété de l'exploitation des combustibles fossiles si l'on veut préserver un climat pas trop différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. La conclusion, c'est qu'il faut laisser les 3/5 des réserves certaines, les 4/5 des ressources fossiles probablement accessibles sous terre, de façon à ne pas conduire à un réchauffement trop important. Donc, on a eu cet accord de Paris, résultat de la conférence des parties en 2015. Alors, la conférence des parties, c'est la conférence des parties de la Convention cadre sur le réchauffement climatique, Convention des Nations Unies qui a été signée par un grand nombre de pays en 1992 et pour laquelle on a une actualité puisque, vous savez, Donald Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris et donc de l'application de l'accord qui résultait de la Convention cadre. Et l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, a décidé d'y revenir. Donc, cet accord de Paris, voilà un petit peu les étapes que j'avais repérées juste après. D'ailleurs, ce n'était pas mon analyse personnelle, mais c'était en regardant simplement l'accord de Paris qui prévoyait un certain nombre d'étapes. On en est à 2020. Évidemment, il y a eu un petit peu de retard pour ce qui était de 2020 lié à la crise sanitaire, mais on en est toujours à ce calendrier, en quelque sorte, qui est inscrit dans l'accord de Paris. En 2020, donc ça sera en 2021, normalement, il doit y avoir de nouveaux engagements de réduction des émissions de chacun des pays parties de l'accord de Paris. Et on a vu que la réunion organisée par Joe Biden était un stimulant pour aller dans ce sens. Un certain nombre de parties, notamment les États-Unis évidemment, mais aussi l'Europe et la Chine, ont pris de nouveaux engagements, en tout cas ont annoncé plus exactement de nouveaux engagements. Il faudra attendre que ce soit confirmé par des choses beaucoup plus précises envoyées au secrétariat de la Convention des Nations Unies pour le réchauffement climatique, pour le changement climatique. Car c'est important d'avoir en tête que les précédentes réunions internationales concernant
la maîtrise des changements climatiques n'ont pas donné des effets très visibles sur les courbes d'évolution des émissions. Donc, vous voyez, les étapes ont été suivies par la poursuite des augmentations de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, lorsque, là aussi, je m'inspire de travaux qui ont été largement faits par Jean-Marc à partir de statistiques relevées et rassemblées par le système de statistiques de BP, on voit dans cette courbe bleue qui est légèrement croissante puis légèrement décroissante, elle marque l'efficacité en quelque sorte en émissions de gaz à effet de serre de la consommation énergétique. Et on voit qu'elle est grossièrement stable. Et l'analyse de ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'objectif de Paris conduit à des ruptures, à une rupture, vous l'avez sur la droite en dehors du schéma, importante puisqu'il faudrait diviser par 3 les émissions par kilowattheure de nombre de grammes de CO2 pour, alors plus ou moins rapidement selon que la consommation mondiale est constante ou que la consommation est doublée, mais on voit bien qu'il s'agit d'une rupture technique en quelque sorte, une rupture physique dans la charge en émissions de gaz à effet de serre de la consommation énergétique mondiale. Et donc, on imagine la difficulté et les efforts à faire pour atteindre cet objectif. Car là aussi, c'est une autre façon de présenter les choses et qui montre la rupture. Il s'agit de rapports du PNUE, le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Chaque année, le PNUE fait un rapport de ce qu'il reste à faire pour atteindre les objectifs de maîtrise climatique qui ont été retenus au titre de l'accord de Paris. Vous avez une loupe en quelque sorte du schéma qui est en bas à droite qui est faite sur la gauche. Et si on décrit ce schéma, vous avez le scénario qui semblait être dessiné en 2010. Vous avez un gain d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est en ordonnée la quantité de gaz à effet de serre par an qui est indiquée. Vous avez un gain qui a été déjà acquis avec les politiques actuelles. Vous avez un deuxième gain scénario selon les objectifs que se sont donnés les différents États pour la préparation de la COP21, de la COP21 en 2015. Et une partie de ces évolutions sont des politiques publiques non conditionnelles, c'est-à-dire que les États sont prêts à mettre en œuvre, je dirais, sans autre condition. Et puis, vous avez encore une troisième ligne, scénario selon les CDN conditionnels. Les États avaient formulé des objectifs qui dépendaient de diverses conditions. Donc, vous avez une réduction attendue des émissions et évidemment des conséquences en termes de réchauffement plus ou moins importants à la fin de ce siècle. Mais l'on voit, et c'est là où, si vous voulez, le schéma est intéressant et parlant, en quelque sorte illustratif, on voit les efforts qui restent à faire si l'on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, le moins ambitieux, celui de 2 degrés sur la gauche. Donc, ça induit malgré tout une rupture par rapport aux évolutions actuelles. Et si l'on veut atteindre un climat qui ne se réchauffe pas plus de 1,5 degré, comme ça fait partie aussi de l'accord de Paris, alors là, c'est une trentaine de milliards de tonnes de CO2 équivalent qu'il faut économiser par an à 2030. Donc, c'est des efforts tout à fait considérables.
Alors, une question est posée souvent. Je vais l'introduire par une considération que l'on peut entendre régulièrement. Après tout, l'Europe et la France en particulier représentent un très faible pourcentage des émissions de gaz à effet de serre. L'Europe 10%, la France 1%. Et donc, elle peut faire n'importe quel effort. De toute façon, ça ne changera pas l'évolution en cours, puisque cette évolution en cours sera déterminée par les émissions d'abord de la Chine, qui est le premier émetteur, ensuite des États-Unis, qui est le deuxième, et puis de l'Inde, etc. On l'entend. Et alors, bon, écoutez, merci. Mais alors, est-ce que, donc là, après, ça va être réinstallé pour une autre fois, ça sera bon? Qui parle là, qui intervient? Vous ne pouvez pas couper votre micro. Vous n'avez jamais fait marcher Zoom ou rien. Hein. Les gens, ils sont nuls. On continue donc. Voilà. Et donc on peut se dire, après tout, l'Europe et a fortiori la France n'ont pas forcément intérêt, et surtout les efforts qui pourraient être faits, s'ils ne sont pas intéressants pour cette région, l'Europe, ou bien pour la France, en tout état de cause, ils ne changeraient pas l'évolution du climat, ce qui, d'une certaine manière, serait vrai. Et donc la question, c'est: y a-t-il un intérêt particulier pour l'Europe et pour la France de sortir du carbone fossile? Et c'est ça que je vais essayer d'illustrer dans les prochaines diapositives, avec celle-ci notamment, qui est un peu ancienne, mais qui n'a pas changé finalement sur le fond et sur les ordres de grandeur. On voit la région Europe au sens large, parce que vous y voyez aussi la Turquie. Et c'est la région du monde qui est la plus dépendante de la consommation de ressources fossiles et notamment de pétrole. Mais très largement, elle est très largement dépendante de cette consommation, beaucoup plus que les autres régions du monde. Et on va l'illustrer encore de façon complémentaire. Voilà les dépendances énergétiques des différents pays de l'Union européenne. En 2000, il y en avait quelques-uns qui étaient excédentaires, notamment ceux qui exploitaient des champs pétroliers ou gaziers, notamment dans la mer du Nord, Danemark, Royaume-Uni. Aujourd'hui, tous les pays, y compris ceux-là, sont dépendants des importations de carbone fossile. Donc, vous voyez, une dépendance stratégique déjà. Une dépendance qui va s'accroître. Avec, là aussi, je m'appuie sur notamment des illustrations, enfin un travail qui a été fait par Jean-Marc Jancovici, avec un essoufflement de la géologie à propos du pétrole qui commence à se voir dans les courbes, avec une baisse des ressources locales pour le charbon, avec des ressources en gaz qui, là aussi, en tout cas au niveau européen, ont passé leur pic, avec en outre des difficultés parce qu'en Europe, au moins dans certains pays européens très fortement, il y a une peur de l'énergie nucléaire qui bloque le développement de cette forme d'énergie. Et puis, certes, une croissance des énergies renouvelables, notamment les nouvelles énergies renouvelables, électriques, non pilotables, mais il faudrait toute une conférence, là encore, pour le développer, mais des besoins en capitaux qui limiteront la vitesse de développement, malgré toutes les subventions qui sont aujourd'hui accordées pour leur développement. Donc, voilà un petit peu le contexte européen, notamment. Si on le regarde à l'échelle de la France, et là je m'appuie sur des statistiques qui sont issues du service des données et de l'économie du ministère de l'écologie, pardon, de la transition écologique et solidaire, vous avez là la représentation de la consommation d'énergie sur l'échelle 1990-2017. Vous avez là la production énergétique. Attention, ce n'est pas la même échelle de temps, ça va de 1970 à 2017.
Et si l'on superpose, c'est ce que j'essaye de faire dans cette diapositive, si l'on superpose la consommation et la production énergétique au niveau européen avec les mêmes échelles et de temps en bas et de quantité en ordonnée, eh bien, vous voyez apparaître le déficit énergétique, là je l'avais fait en 2017, qui est de près de la moitié de la consommation tout de même. Autre façon de présenter la même chose, vous avez les déficits énergétiques pour la... pardon, c'était pour la France hein, dans les schémas précédents, et là aussi c'est pour la France. Vous avez les déficits énergétiques de la France qui représentent de façon monétaire 40 milliards d'euros en 2017, 45 en 2018, 44 en 2019, donc ils sont stables, et une part importante du déficit commercial en réalité de notre pays. Lorsque on regarde un petit peu, toujours pour la France, les consommations énergétiques, alors on a une part de ressources fossiles qui est moindre que dans d'autres parties de l'Europe ou du monde, mais on en a quand même la moitié. La moitié des ressources énergétiques de la France viennent des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, même si on consomme très peu de charbon. Alors, en outre, et là on rejoint la question que je posais tout à l'heure, on s'aperçoit que, évidemment, ces ressources fossiles, c'est de la consommation en importation pour la totalité, et c'est les mêmes qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre de notre pays. Pour le reste, on a une énergie qui est produite nationalement avec du nucléaire, qui est une filière industrielle de pointe, et par ailleurs de la biomasse, enfin des renouvelables qui sont constitués de biomasse solide essentiellement, de l'hydraulique, un peu de biocarburant, mais c'est de la biomasse aussi, et puis de l'éolien et du photovoltaïque. Alors, même chose avec là une illustration pour la production d'électricité, mais je vais passer rapidement parce que vous savez tous que la France a une singularité en Europe et même dans le monde avec une production d'électricité qui est très largement, très majoritairement issue du nucléaire, 70% en l'occurrence en 2019. Ça réduit un petit peu puisqu'on a fermé Fessenheim. Alors, donc la question, c'est comment, puisque maintenant on a bien compris qu'il s'agissait de décarboner en commençant sans doute par l'énergie, comment on peut s'y prendre. Encore une illustration que j'ai piquée à Jean-Marc avec des chiffres qui concernent les émissions à l'échelle mondiale. Ils datent un petit peu, mais les ordres de grandeur n'ont pas franchement changé, donc vous pouvez les garder en tête. Première source, c'est les centrales à charbon. Donc on y revient et on y revient toujours. Le charbon pour produire de l'électricité, c'est sans doute la première cause et probablement une des moins chères, moins coûteuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence de gaz carbonique. Mais vous voyez, vous avez l'ensemble des sources d'émissions, donc on peut les parcourir rapidement. Le ciment, c'est la production de ciment émet du gaz carbonique lié au process lui-même. Pour passer du calcaire à de la chaux, eh bien, il faut émettre du CO2. C'est lié à la chimie de la production du ciment. Vous avez, dont on a beaucoup parlé, l'aviation, 2%. En réalité, l'effet de forçage radiatif est plus important parce que les traînées en altitude ont aussi un impact sur le réchauffement climatique. Les transports, donc vous voyez, si on les prend tous, les transports, c'est important. Reste le secteur des terres, que ce soit l'agriculture, la déforestation, les rizières, etc. Et puis, quelque chose, le reste, on va dire, dans lequel il y a quelque chose qui croît de façon très rapide, beaucoup trop rapide, c'est le numérique que nous utilisons en ce moment, mais qui a bien d'autres usages aussi et qui représente aujourd'hui
près de 4% des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, donc, qui est induit. Autrement présenté, et ça c'est pour l'échelle européenne, avec pour l'électricité, là encore à l'échelle européenne, 27% des émissions et les transports derrière pour 20%. On voit que l'agriculture n'est pas négligeable, là encore, pour 12%. Vous voyez une barre à gauche qui serait illustrée, pas avec les mêmes ordres de grandeur, mais avec le même sens à l'échelle à d'autres échelles. Mais là, en l'occurrence, l'UTCF, c'est les changements, c'est la gestion forestière et les changements d'affectation des sols. Et on voit que l'Europe, qui, comme la France, gagne en surface forestière, absorbe du CO2 grâce aux arbres qui poussent dans les surfaces forestières qui augmentent dans nos pays européens. Nous y reviendrons. Et voilà les recommandations, les propositions qui avaient été émises par le Shift Projet en fonction de l'analyse qui a précédé pour réduire les émissions à l'échelle européenne. Donc, les centrales à charbon, ça ne vous étonnera pas compte tenu de l'analyse qui a été faite. Les transports, et notamment la proposition d'avoir des véhicules à moins de 2 litres au 100, ça aurait été peut-être mieux de dire des véhicules à moins de tant de grammes de CO2 au 100 km, mais c'est équivalent d'une certaine manière. Bien sûr, le secteur du bâtiment, qui est consommateur d'énergie et pour lequel on peut modifier le type d'énergie utilisée en favorisant des énergies bas carbone. Et puis, bien sûr, l'industrie également. Et enfin, le secteur des terres, agriculture, forêt. J'illustre cela avec d'autres façons de représenter les choses. Donc, si on garde en tête l'objectif que s'est fixé l'Europe ainsi que notre pays d'être net zéro, c'est-à-dire d'avoir des émissions de gaz carbonique en 2050 qui seront compensées par des puits de carbone équivalents, eh bien, il faut diviser par plus de 4 les émissions si on prend la référence de 1990. Et voilà, sur la diapositive, les quantités qui pourraient être émises selon les estimations du Shift Projet par les différentes recommandations qu'il avait formulées en 2017 dans le manifeste en accompagnant plutôt le manifeste pour décarboner l'Europe. Dernière illustration de la même chose, c'est là avec des montants une estimation plutôt des montants de réduction de la tonne de CO2 par type d'investissement ou par type de domaine. On voit que c'est dans le domaine du bâtiment que c'est le plus coûteux. Et à l'inverse, on voit que c'est probablement dans le secteur des terres que l'on peut avoir les effets aux coûts les moins élevés. Ce sont des estimations qui demanderaient à être affinées. Elles ont été faites avec les moyens du bord en 2017. On ne peut pas les prendre avec une grande fiabilité. Mais ça donne une idée de ce sur quoi il faudrait approfondir pour éventuellement aller plus loin. Je passe là à la façon dont, et ça rejoint ce que nous disait tout à l'heure Vera, l'aspect social et l'acceptabilité des recommandations, notamment qui ont été présentées précédemment, est à confronter avec l'état de l'opinion publique. Et les quelques diapositives qui suivent concernent justement cet état de l'opinion publique, car on voit qu'à l'échelle européenne, la question des pollutions, la question de l'environnement ou la question du climat n'est pas en haut des préoccupations des gens, que ce soit en France, où c'est l'emploi qui l'était. Alors, il faudrait rapporter cela à la date de cette enquête d'opinion. Là, c'est 2017. C'était l'emploi. En Allemagne, c'était les réfugiés. En Norvège, c'était également l'emploi. Et pour le Royaume-Uni, c'était également l'immigration.
Mais l'on voit que pour chacun des pays, la pollution, l'environnement ou le changement climatique n'est pas en tête des préoccupations. Pour l'Allemagne, c'était simplement en 10e position. Pour le Royaume-Uni, c'était en 13e position. Confirmation avec cette enquête qui là est un petit peu plus récente, une année après, qui est conduite par l'ADEME et qui place dans la hiérarchie des préoccupations du moment l'environnement entre 5 et 7e place selon les années, mais de façon assez stable au cours de la décennie qui s'est terminée il y a 2 ans. Si par ailleurs on a des considérations sur la connaissance, alors là, des causes du réchauffement climatique, on a des grosses surprises, car à la question quelles sont, selon vous, les causes qui contribuent à l'effet de serre, au réchauffement donc, de l'atmosphère, et sur la réponse, il est proposé évidemment tout un tas de réponses. L'une de ces réponses proposées sont les centrales nucléaires. Voilà la façon dont les personnes sondées répondent. Et l'on voit qu'au fil des années, 2014 à 2017, les gens qui considèrent, les sondés qui considèrent que les centrales nucléaires contribuent à l'effet de serre augmentent. Ceux qui pensent que beaucoup ou un peu augmentent sensiblement. Et il n'y en a que 16% en 2017 qui considèrent que pas du tout. Et en plus, bon, si on avait le temps, on pourrait commenter aussi la partie du dessous selon les différentes catégories de sondés. Mais ce qui est important à regarder, c'est que selon les différentes sources, et notamment le GIEC, eh bien, la réalité est toute, la réalité physique est toute différente. Voilà les contributions en émissions de gaz à effet de serre des différentes sources d'énergie. Vous voyez que c'est sur le schéma qui est en haut à droite. Hein. Vous voyez que c'est de loin le charbon le premier, la biomasse éventuellement lorsqu'elle conduit notamment à des déforestations, le gaz naturel et puis ce qu'on appelle les énergies renouvelables, mais elles ne sont pas toutes équivalentes. Par exemple, le solaire est plus important que l'éolien ou que le nucléaire. Et sur les mêmes types de questions, plutôt d'analyse, l'ADEME, qui n'est pas susceptible d'être favorable en l'occurrence au nucléaire, puisque c'était les questions qui étaient juste avant, considère cependant que c'est la forme d'énergie qui, de très loin, est la moins émettrice de gaz à effet de serre par kilowattheure produit. Et donc, la question, c'est comment, à partir de là, comment faire évoluer, comment faire connaître tout simplement la réalité à une opinion publique qui est en décalage complet avec les connaissances factuelles qui sont partagées aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle européenne ou mondiale. Je passe, car je n'ai pas, en tout cas pas moi, les réponses, et je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui les ait de façon opérationnelle, les réponses à cette question de décalage entre la connaissance par l'opinion et la réalité des mesures qui ressortent de la physique et de l'observation. Alors, à partir de là, du coup, puisque l'enjeu et les menaces liées au changement climatique sont liées à notre consommation énergétique et en particulier à nos énergies carbonées, que peut-on imaginer pour les énergies de demain? Et c'est la question à laquelle les prochaines slides vont essayer d'apporter des éléments. Alors, évidemment, on a essayé de capter l'énergie des éclairs, mais ça a été difficile. L'énergie solaire, on sait faire, et c'est la plus importante qui nous arrive. La géothermie en haut à gauche, on le fait en Alsace, on le fait dans les Caraïbes. À gauche, en bas, vous avez la biomasse, et évidemment, on utilise la biomasse depuis le début de l'humanité. Vous avez des usines marémotrices
anciennes, là, on pourrait parler de celle de la Rance, vous avez toujours trop massivement, l'extraction pétrolière et gazière. Et puis, au cœur de l'image, vous avez la photo d'une centrale nucléaire à 2 réacteurs. Et je voulais vous donner, et là, on a des chiffres qui méritent d'être exposés, les flux d'énergie tels qu'on peut les observer sur Terre. La référence, c'est évidemment l'énergie du rayonnement solaire, de très loin le flux le plus important qui est intercepté par la Terre ou même qui est absorbé au niveau du sol. Intercepté par la Terre, c'est y compris avec l'ombre qui est faite dans l'espace par notre planète. Et c'est également avec toute l'énergie qui est renvoyée par réflexion sur l'atmosphère ou bien a fortiori sur le sol, sur les glaces, etc. L'énergie captée au niveau du sol, c'est la référence que je vous donne dans la dernière colonne, 100. Et les autres quantités de flux énergétiques sont mesurées par rapport à cette référence de 100. Donc, celle qui est absorbée au sol à cause des gaz à effet de serre anthropiques, c'est 1% de ce 100, comme on l'avait vu au début de mon exposé. La géothermie, donc, qui capte notamment la chaleur produite par la radioactivité des roches de la Terre, eh bien, c'est déjà même pas 10% de cette énergie supplémentaire qui est captée au sol par les gaz à effet de serre. L'énergie gravitationnelle, c'est l'énergie induite par notamment le mouvement de la Lune autour de la Terre et les marées que cela induit dans les masses d'eau océaniques. L'énergie captée et stockée par la photosynthèse, vous voyez que c'est important puisque c'est presque 10% de l'énergie supplémentaire captée au sol. Et puis, le charbon, pétrole plus gaz naturel, les énergies fossiles que nous consommons, vous voyez que c'est déjà beaucoup moins. La biomasse captée, récoltée par l'humanité, c'est encore moins, mais ce n'est pas négligeable par rapport à les énergies fossiles utilisées par l'humanité, un peu moins de la moitié. Et enfin, le reste, c'est-à-dire l'hydraulicité, l'uranium, l'éolien, le solaire, tout ça, c'est encore beaucoup moins que l'énergie de la biomasse aujourd'hui récoltée. On va le revoir sous une autre forme ensuite. Excuse-moi d'intervenir, André-Jean. Trop long. J'ai le rôle ingrat de regarder la pendule. Et j'avance trop lentement. Eh bien, non, c'est passionnant. Simplement pour respecter notre timing et avoir le temps d'aborder des questions. Mais j'accélère un petit peu. J'accélère un petit peu en disant voilà un petit peu à la fois les rêves et parfois le début de réalisation. Ça, c'était le projet Desertec qui imaginait, à partir de cette énergie solaire abondante, d'avoir un système de capture au sud de la Méditerranée et des réseaux à haute tension qui permettent de redistribuer de l'électricité, notamment en Europe. Les Chinois ont d'autres projets de même nature avec des systèmes de câbles tout autour de la Terre. Là, on a des rêves pour l'instant de capture d'électricité, d'énergie dans l'espace avec envoi par micro-ondes sur la Terre. Là, on a un début de réalisation avec de la biomasse pour faire voler des avions. Vous avez là le surgénérateur qui avait été réalisé par la France et fonctionné pendant un certain temps avant d'être arrêté et qui permet de multiplier par 100 de mémoire la capacité de produire de l'énergie à partir de l'uranium. C'était Phoenix. Là encore pour l'instant, pilote industriel avec ITER pour maîtriser la fusion nucléaire donc, et surtout avoir en tête qu'en matière d'énergie, les évolutions s'envisagent à l'échelle du siècle
et non pas de la décennie. Donc, il faut avoir cela en tête, c'est qu'on ne modifie pas les systèmes énergétiques, même d'un pays. Alors, ne parlons pas d'une région comme l'Europe, a fortiori du monde, si on regarde sur l'année prochaine ou même dans simplement une décennie, les investissements sont trop lourds pour qu'on puisse avoir ce pas de temps court. Du coup, entre demain, je vais passer là-dessus d'ailleurs, parce que, bon, c'est des recommandations que vous pourrez lire, mais on va aller très vite. Donc, il faut évidemment faire attention à faire des choix qui ne soient pas émetteurs de gaz à effet de serre, être plus efficace dans l'utilisation de l'énergie, ne pas perdre de vue que la production végétale est la première voie de capture de l'énergie solaire, aujourd'hui bien sûr, et encore pour très longtemps, probablement pour, je dirais, éternellement. Et puis, autre remarque, c'est concernant les besoins des énergies renouvelables intermittentes, notamment en matière d'espace, de matières premières. Et donc, la préoccupation, enfin, je veux dire, l'attention qu'il faut porter au potentiel que représente l'utilisation de l'énergie nucléaire, qu'elle soit de fission ou de fusion, dans l'immédiat de fission. Et donc, dans l'immédiat, eh bien, les sources décarbonées, c'est ça la priorité. Et puis, je dirais la priorité des priorités, c'est qu'on a, notamment dans le nucléaire, des centrales qui peuvent encore fonctionner. Et donc, évidemment, ne pas les arrêter comme on l'a, je dirais, stupidement fait à Fessenheim. Au contraire, faire tout comme c'est engagé en France, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays, pour prolonger celles qui peuvent fonctionner de façon sécure dans les années qui viennent. Enfin, sans doute, même de façon nécessaire, une utilisation du gaz carbonique lorsqu'on le peut et une séquestration du gaz carbonique dans les couches géologiques pour permettre de continuer à utiliser de façon décroissante, mais nécessaire, le gaz, le méthane, le gaz naturel, le pétrole et un peu le charbon. Et puis voilà, ma dernière attention que je veux porter sur la biomasse. Je ne serai pas à l'Académie d'agriculture pour rien ainsi. Donc, je l'intitule « Mieux cultiver le CO2 ». Et je vais rapidement pour indiquer les potentiels que représente cette attention à porter aux façons culturelles, à la gestion du secteur des terres, encore une fois, secteur des terres, agriculture, forêt essentiellement. C'est un potentiel de représentant un tiers à un demi de l'objectif national d'atténuation. Là, on parle de la France en 2030. Donc, ce n'est pas rien du tout, c'est tout à fait substantiel. Là aussi, je donne des ordres de grandeur, ayant en tête que l'exploitation de la biomasse, c'est l'équivalent, si on la mesure en énergie, à l'échelle mondiale de 5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole par an. D'ores et déjà, il y a une partie qui est utilisée pour l'énergie qui représente 1,7 milliard de tonnes d'équivalent pétrole par an. 5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole par an, c'est plus que le charbon, c'est plus que le gaz, c'est plus que le pétrole. Et donc, cela mérite une grande attention. C'est ce que je dis ici, donc je passe. Et je signale que l'Agence internationale de l'énergie fonde sur la biomasse un potentiel de développement important à l'horizon 2060, avec plus de doublement de l'exploitation de la biomasse dans le monde. C'est évidemment conditionné à tout un tas d'attentions particulières, notamment sur la biodiversité, mais c'est quelque chose qui a été en tout cas pris en compte par cette agence des Nations Unies. Non, pas des Nations Unies, excusez-moi. Agence internationale, mais pas des Nations Unies. Et là, je reviens à des schémas donnés par le GIEC, et notamment dans son dernier rapport, dans son rapport sur la gestion des terres émergées.
Et je dirais que le plus intéressant à retenir de tout cela, c'est que d'ores et déjà, il n'y a plus aucun scénario envisageable respectant l'objectif de 1,5 degré de réchauffement à la fin du siècle, qui fait partie de l'accord de Paris, sans qu'il y ait un stockage de gaz à effet de serre, c'est-à-dire du CO2, au cours des décennies à venir. Il peut y avoir des scénarios de croissance plus ou moins rapide, mais tous nécessitent qu'on absorbe et qu'on stocke du CO2. Et la proposition qui apparaît la plus importante pour le GIEC, c'est qu'il faut mettre en œuvre du boisement ou du reboisement. Et dans un des scénarios évalués par le GIEC, il considère que ça doit représenter des millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire des surfaces absolument considérables. On n'est pas sûr que ce soit disponible, mais voilà un petit peu comme ce qui a été scénarisé par le GIEC. Et du coup, je me permets de faire un petit coup de publicité pour ma dernière diapositive, car président d'une petite association qui encourage le boisement par des donateurs, eh bien, vous pouvez éventuellement y contribuer en choisissant le projet que vous pourriez éventuellement soutenir. Et je vous remercie de votre attention. J'en ai fini. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Il faut que je me débranche. Oui, vous pouvez faire arrêter le partage de l'écran. Alors, il faut... Et on va pouvoir passer aux questions, au débat. Alors... Donc, par rapport au timing, il faudrait qu'on ait fini un peu avant 19h. Du coup, on va se donner 20-25 minutes de débat. Donc, je vais essayer de regarder toutes les questions. Donc, il y a pas mal de questions à l'écrit. Et puis, pour les questions qui seront à l'oral, je vous invite. Donc, vous avez en bas, vous pouvez faire une réaction et lever la main. Et du coup, je vous donnerai la parole. Donc, déjà, pour les questions écrites, alors, donc, nous avons une question sur le gaz naturel. Donc, la présentation ne donne-t-elle pas à penser que le biométhane est innocent de ce que l'on reproche au gaz naturel, comme gaz à effet de serre? Et donc, une deuxième question de la même personne. Les procédés type CCS ne permettraient-ils pas de remettre dans le sous-sol le carbone extrait sous forme de pétrole, de gaz naturel ou de charbon? Idem pour ce que l'on peut tirer de la biomasse après transformation type solide vers liquide. Bref, est-ce que l'appel à la sobriété n'est-il pas d'abord du politiquement correct? Alors, j'ai rien à manipuler hein, pour. Non, non. Alors, je réponds d'abord à la première question qui n'est pas une question, à la dernière question qui n'est pas une question mais une suggestion à laquelle j'adhère complètement. L'appel à la sobriété. Alors, l'appel à la sobriété, oui. Jusqu'à quel stade? Et je crois que c'est là que se situe le débat. C'est-à-dire, est-ce que cet appel à la sobriété est un appel à la décroissance, y compris économique, y compris dans les aménités que chacun peut tirer de la civilisation aujourd'hui? C'est là que se trouve le débat. Mais appeler à la sobriété, moi, je ne peux qu'y adhérer à 100%. C'est-à-dire que, à la fois par des petits gestes et par des gros investissements, oui, il faut consommer moins d'énergie. On le voit, lorsque on rentre dans les détails, ça devient plus compliqué. Par exemple, pour de la rénovation de bâtiments, on sait faire des bâtiments neufs, voire rénovés, qui ne consomment quasiment pas d'énergie en dehors de ce qu'il faut pour la lumière ou pour chauffer la cuisine, etc. Enfin, les plaques de cuisson ou des choses comme cela. On sait le faire. Mais ça demande un investissement qui lui-même comporte de l'énergie grise, du ciment, de la production de matériaux, etc. Et donc, il y a un bilan à faire sur la durée de vie du bâtiment, sur la durée de vie de la rénovation, pour savoir où il vaut mieux porter les efforts. Est-ce que c'est dans l'investissement ou est-ce que c'est dans le fonctionnement? Chaque fois, ça devient un travail de technicien et d'ingénieur. Si je reviens aux premières questions,
je les regroupe. Il est clair que, alors, la première, biométhane. Oui, le biométhane, si on le laisse s'échapper dans l'atmosphère, c'est du méthane. Donc, il a un pouvoir de réchauffement important, à savoir 80 fois le CO2 sur des périodes courtes, 10-20 ans, et à l'échelle du siècle, une vingtaine de fois le CO2. Donc, il vaut mieux pas le laisser s'échapper, mais il a les mêmes usages que le méthane venant des ressources fossiles, et donc on peut l'utiliser, là encore, pour différentes, que ce soit pour du transport avec des voitures qui fonctionnent au gaz naturel, ou que ce soit pour les usages de chauffage. Donc, ne pas le laisser fuir et l'utiliser de façon sobre. L'avantage du biométhane, c'est qu'il n'ajoute pas de carbone CO2 une fois brûlé dans l'atmosphère, parce que le carbone qui est dans le biométhane, il a été capté par la végétation dans l'atmosphère. Donc, il a été retiré par la végétation de ce qu'il y avait dans l'atmosphère. On le rend à l'atmosphère, ce n'est pas forcément la meilleure des choses, mais bon, voilà, il n'y a pas d'ajout de gaz à effet de serre sous forme de CO2 en utilisant le biométhane. Et enfin, concernant la question sur capture et séquestration ou utilisation du CO2, oui, bien sûr, mais on ne refera pas du pétrole pour le mettre sous terre, parce que là, ça demanderait des quantités d'énergie importantes. Si on refait des molécules complexes comme celle du pétrole à partir du CO2, on l'utilisera pour faire fonctionner les voitures ou pour les autres usages du pétrole, qui sera du biopétrole ou du biokérosène, mais on ne le remettra pas sous terre. Si on met quelque chose sous terre, ça sera le CO2 directement. Voilà. J'entends plus. Avec le micro, c'est mieux. Est-ce que nous avons une question à l'oral? Non? Alors, je vais continuer avec les questions à l'écrit. Alors, donc la déforestation apparaissant à 30% dans la proportion d'émissions de gaz à effet de serre, donc le troisième poste après le pétrole et le charbon. Y a-t-il une trajectoire prévue dans les accords pour réduire cette déforestation? Alors, la diapositive sur laquelle apparaissait ce 30%, couvrait en réalité le secteur des terres. Et le secteur des terres, c'est à la fois l'agriculture et la forêt et la gestion des terres au sens du changement d'affectation. Donc, ça fait 30% dans lequel il y a à peu près 18% qui reviennent à l'agriculture elle-même. Alors, dans l'agriculture, il y a des émissions qui sont assez différentes de celles des autres secteurs de l'activité humaine. L'agriculture, évidemment, est consommatrice d'énergie, surtout fossile, surtout dans nos pays occidentaux, européens et développés, pour les tracteurs ou pour d'autres usages énergétiques, je dirais. Mais les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture sont à attribuer d'abord à l'élevage, et notamment à l'élevage de ruminants, parce que les ruminants, dans leur fonctionnement métabolique, émettent du méthane, et alors là, qui est émis sous forme de méthane et non pas de CO2, et donc contribuent, compte tenu du pouvoir de réchauffement de ce gaz, à des émissions importantes. Deuxièmement, l'agriculture utilise des engrais azotés en quantité plus ou moins importante, et le relargage d'une partie de la modification chimique de ces engrais azotés se fait sous forme de protoxyde d'azote, N2O, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant puisqu'il est 200 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Et donc, l'agriculture, les 18% de l'agriculture, c'est avant tout du méthane et du protoxyde d'azote. Et puis, deuxièmement, il y a la gestion du secteur des terres. Et là où il y a émission
de gaz à effet de serre et notamment de CO2, c'est lorsqu'effectivement il y a déforestation, mais ça ne représente que, si je puis dire, 10% dans les 30% de l'ensemble. Alors, ce n'est pas uniquement les forêts, c'est aussi les émissions de méthane liées aux rizières, c'est aussi la suppression des zones humides qui, là aussi, relarguent du méthane et du CO2 lorsqu'on les change d'affectation. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, si vous voulez, les 30%, ça couvre l'ensemble. Merci. Alors, nous avons maintenant une question de monsieur Henri Prévost à l'oral. Bonjour Henri. Bonjour André-Jean, ça m'a fait plaisir de t'entendre. Tout ce que tu as dit est fort intéressant. Deux remarques. Les arbres, tu sais que, bon, on est l'un et l'autre très intéressés par les arbres, mais un arbre qui pousse, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut le couper ou si on le laisse, il pourrit, hein, il va recracher son CO2. Les forêts vierges ou les forêts qu'on laisse à l'état de nature, par définition, elles ont l'état d'équilibre et elles recrachent autant que ce qu'elles ont absorbé. Donc, voilà, c'est bien de faire pousser les arbres, mais il faut savoir les couper à temps et puis ensuite utiliser le bois comme bois d'œuvre autant que possible. Mais il me semble qu'une des choses les plus intéressantes de tout ce que tu as montré, c'est ce que l'on sait bien, c'est l'avis que les gens ont au sujet du nucléaire, qu'il n'y en a que 12% parmi les jeunes, 15% ou 17% pour la population entière, qui croient, qui savent que le nucléaire ne crache pas de CO2. Il ne suffit pas de voir comment on pourrait changer ça. On peut essayer de voir d'où ça vient, mais c'est extrêmement profond. Mais qui est responsable de ça? Enfin, c'est fou. C'est l'éducation nationale, c'est les médias, c'est les politiques, c'est tout le monde, tous ceux qui s'expriment pour que la population soit si mal informée. Voilà, donc là, il y a un gros sujet non seulement de politique, mais de sciences sociales, enfin, à aborder. Ouais. Et à l'échelle mondiale, je ne sais pas si tu connais, il y a un scénario qui a été fait par le GISOC, hein, qui est une association internationale à laquelle participe Sauvons le climat, et qui montre très clairement qu'il y a, c'est un développement qui pourrait être massif de nucléaire versus les besoins de stockage en CO2. Hein, c'est des grandes masses, sachant quand même que l'éolien et le photovoltaïque, ça sera limité pour toutes sortes de raisons. Et les deux grandes masses qui peuvent jouer l'une sur l'autre, c'est le nucléaire et le stockage de CO2. Voilà. Merci. Merci Henri, je n'ai rien à ajouter, ce n'était pas une question, c'était des compléments et merci parce que j'adhère à ce que tu as dit et voilà, je n'ai pas de point à ajouter. Alors, donc, je vais prendre une question à l'écrit. Donc, toujours pour rester sur le nucléaire, donc une question sur est-ce que les subventions pour le nucléaire ne sont-elles pas largement supérieures à celles pour les énergies renouvelables en France, surtout si on cumule depuis les années 50 qui ont vu le démarrage du nucléaire? Alors, à ce que je sais, il faudrait un spécialiste plus pointu que moi là-dessus. À ce que je sais, il y a eu, en France, on parle bien en France, du financement du nucléaire en France lorsqu'il s'est agi de développer le nucléaire pour les usages militaires et uniquement pour cette partie-là. Depuis qu'il y a le programme de développement électronucléaire qui a été démarré dans les années 70 principalement, sous De Gaulle, puis sous Pompidou, et puis sous Giscard d'Estaing, l'électronucléaire n'est pas subventionné en France, contrairement, en effet, encore une fois, à des propos erronés. Il est financé par les emprunts qui ont été réalisés, notamment par Électricité de France, et qui se remboursent avec la vente de l'électricité, contrairement au financement des énergies électriques intermittentes dites renouvelables, comme le photovoltaïque ou l'éolien, pour lequel
les subventions collectées aujourd'hui sur la facture d'électricité atteignent 7 milliards d'euros par an et leur cumul, tel que rapporté par la Cour des comptes en France, atteint, si on met en perspective les dépenses qui sont d'ores et déjà programmées, atteint 150 milliards d'euros. L'électronucléaire en France n'a pas été et n'est pas subventionné. Il est payé par les consommateurs d'électricité. Les énergies renouvelables intermittentes sont subventionnées massivement et ça s'ajoute à la facture d'électricité. Voilà. On ne t'entend pas, Victor. Donc, merci. Une deuxième question donc, à l'écrit. Donc, la feuille de route dans l'évolution des moyens de production d'électricité dans les prochaines décennies prend-elle déjà en compte les transitions en cours dans le parc automobile avec l'abandon progressif des moteurs thermiques, donc, alors que les moyens de production et les réseaux de transport sont déjà en tension? Certainement une très bonne question à laquelle je ne sais pas répondre de façon précise, donc je préfère m'abstenir. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges et de débats entre le scénario de RTE et des scénarios qui ont été produits ou développés. Je pense notamment par Henri, mais il y en a d'autres également. Il y a eu des travaux qui ont été faits par France Stratégie et le Commissariat général du plan qui entretiennent des polémiques solidement étayées aujourd'hui, mais je ne suis pas assez compétent pour y répondre. Alors, est-ce que nous avons une question à l'oral, peut-être? Non? Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a beaucoup donc, de commentaires que vous pourrez lire par la suite. Tac. Ah oui, j'ai une question donc, sur la confrontation nucléaire énergie renouvelable. N'est-elle pas stérile? Donc, la contribution des énergies renouvelables à l'échelle globale augmente régulièrement et me semble un peu négligée dans cette présentation. Alors, moi, je veux bien donner mon point de vue là-dessus. Je dirais la confrontation, l'hystérie qui peut être atteinte dans les débats entre nucléaire et énergie renouvelable en France et plus largement en Europe, demande en effet à être apaisée. Alors, on ne peut pas avoir les mêmes débats en France et en Allemagne, par exemple. Pourquoi? Parce que l'historique du mix énergétique dans les différents pays européens, et encore une fois pour rester sur France et Allemagne, est très différent. Il est clair qu'en Allemagne, une production d'éoliennes va effacer une production carbonée. Je le fais vite parce qu'ils ont aussi du nucléaire. Mais en gros, va effacer une production carbonée. Cela n'empêche pas, pour l'Allemagne, de devoir garder une production pilotable, et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne plaide aujourd'hui pour pouvoir créer des centrales à gaz, de façon à pouvoir avoir des centrales pilotables, même les périodes où il n'y aura plus de vent ou plus de soleil. Le débat n'est pas le même en France. Pourquoi? Parce que une éolienne en France ou un panneau photovoltaïque, ça efface quoi? Une production non carbonée, à savoir nucléaire hydraulique. Et donc, tout investissement, et notamment lorsqu'il s'agit de subventions, réalisées en France pour fabriquer, mettre en place une éolienne ou mettre en place des panneaux photovoltaïques, est de l'argent qui, vis-à-vis de l'objectif climat, est de l'argent gaspillé, jeté par les fenêtres, voire contribue à émettre du gaz à effet de serre, parce que pour fabriquer des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, il faut plus émettre de gaz à effet de serre que pour le nucléaire. Si on prend un point de vue qui n'est plus ni français ni européen, mais mondial, il faut là aussi regarder les choses dans le détail. Et il est clair qu'avec une consommation énergétique mondiale à 81% carbonée,
avoir un développement d'énergie renouvelable photovoltaïque va effacer, globalement, de la production carbonée. Dernier aspect, dernière attention qu'il faut apporter, c'est la quantité, en quelque sorte, de capital nécessaire pour les différentes formes de production, enfin de capture d'énergie, notamment électrique. Les énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliennes, sont très gourmandes en capital. Et donc, là encore, lorsqu'on investit, est-ce que l'on ne va pas, du coup, utiliser un capital qui aurait pu être utilisé, par exemple, pour faire une centrale nucléaire qui aurait elle-même produit à l'avenir davantage d'électricité décarbonée que ce que n'aurait produit la même quantité de capital affecté à une production éolienne ou photovoltaïque. Donc, vous voyez que le schéma est compliqué, il demande une attention particulière à la fois géographique, historique et capitalistique. Merci. Donc on a le temps peut-être pour encore une ou deux questions, si vous avez des questions pour clôturer. Oui, moi, Berthaud, j'ai levé la main, mais… Oui, monsieur Berthaud. Alors, en fait, j'aime bien l'idée d'utiliser, de planter beaucoup d'arbres pour essayer d'absorber du CO2. Mais en fait, ça réclame beaucoup de surfaces qui sont prises sur des surfaces agricoles. Donc, il y a un problème potentiel de nourriture de la population. Ça nous renvoie au problème de la surpopulation et qui est responsable, au moins partiellement, du changement climatique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi envisager comme moyen d'action d'agir sur cette population en permettant à toutes les femmes d'avoir accès à la contraception? Ce mot de population n'a pas été du tout prononcé dans l'exposé, et je pense que c'est un petit peu dommage de l'occulter. Moi, voilà, j'adhère à la question ou intervention de M. Berthaud. Il est clair que mon exposé n'aborde pas la question de la démographie, alors même qu'en effet, la question de la démographie est présente dans l'ensemble des sujets concernant le développement durable. Il n'y a pas d'ailleurs que le climat qui est en cause. Il y a les questions de pollution, plus largement par tout un tas de déchets. Il y a aussi des questions d'atteinte à la biodiversité. Plus la population est importante, plus l'empreinte humaine sur les milieux naturels est importante, et donc sur la biodiversité. Donc, cette question de la démographie, elle est là, bien sûr, de façon massive. Globalement, il y a deux facteurs majeurs qui conduisent à l'impact humain sur notre planète. C'est en effet le nombre d'êtres humains et puis le niveau de vie. Donc, c'est la population et le PIB par habitant. Voilà. Alors, ayons en tête, par rapport à cette question démographique, ce qui n'est pas une réponse, une opposition par rapport à l'intervention de M. Berthaud, ayons en tête quand même que l'Inde, qui est le deuxième pays le plus peuplé, et bientôt le premier, conserve un impact climatique très faible par habitant. Alors certes, avec une grande population, mais voilà, les pays africains globalement ont un impact climat très faible, alors qu'il y a 1 milliard d'habitants en Afrique. Donc, vous voyez, la question démographique… On est sûr que ça va augmenter. On est sûr que leur production de CO2 va augmenter. Ça, on est sûr. Oui, mais maintenir dans la misère. Oui, mais elle va augmenter plus par l'augmentation du PIB que par l'augmentation démographique.
De même que les émissions de la Chine n'ont pas augmenté du fait de la démographie qui a été finalement relativement contrôlée et maîtrisée, mais elles sont devenues, la Chine est devenue de loin le premier émetteur de gaz à effet de serre par l'augmentation de son PIB et non pas par l'augmentation de sa population. Merci. Alors, on va prendre une dernière question donc de Monsieur Maréchal. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, c'était pas vraiment une question, c'était juste pour rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, la démographie et le niveau de vie se cumulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, on voit aujourd'hui, par exemple, que la population chinoise, malgré le fait qu'en 1er janvier 2016, on ait levé la politique de l'enfant unique, la population diminue. Pourquoi? Parce que les Chinois sont aujourd'hui 10 ou 12 fois plus riches que quand on a institué en fait cette politique de l'enfant unique. Et donc, faut avoir, c'était juste une remarque, hein, c'est que effectivement, on peut dire si les gens sont de plus en plus nombreux et de plus en plus riches, ils vont de plus en plus consommer, mais il faut aussi un peu nuancer. Et le cas de la Chine est intéressant parce qu'en fait, on voit bien, c'est que les autorités chinoises avaient peur ils ont toujours peur que la Chine devienne vieille avant d'être riche. C'est qu'en fait, en supprimant la politique de l'enfant unique, eh bien, ils n'ont pas fait repartir la natalité. Et donc, André Jean a tout à fait raison de le dire. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'effectivement, la question de la démographie n'est pas une question qui se pose, hein, évidemment. Voilà, c'est tout ce que je n'avais pas de questions vraiment à poser, c'était juste ça. Et puis, remercier André Jean pour son magnifique exposé. Eh bien, merci Jean-Paul pour ce complément avec lequel je suis en accord. Donc, on va pouvoir clôturer cette conférence. Donc, peut-être, Vera, en tant que présidente de session, tu veux dire un petit mot? Et puis, ton micro est coupé. Ouvrir. Ah, voilà, c'est fait. Un petit mot pour clôturer la session. Oui. Bon, Alain, avant de remercier chaleureusement notre André Guérin, je souhaite signaler qu'il était administrateur de l'Institut du futur souhaitable de Bleu Énergie France, et puis qu'elle était, pendant 9 premières années de la création de la Fondation Nicole Rouleau pour la nature et l'homme, elle était directeur général pendant 9 années. Et puis finalement, qu'elle était conseillère économique, sociale et environnementale de 2010 à 2015. Ça est tout à fait important. Et puis, remercier à tous qui ont bien suivi cette conférence, à tous qui ont bien participé avec des questions très intéressantes et des remarques tout à fait importantes. Et puis, je vous invite tous pour la prochaine conférence d'AGP 21 et puis de l'Académie d'agriculture de France et puis d'autres partenaires qui, sans doute, petit à petit, vont s'attacher à nous pour brillanter, pour enrichir, etc., nos événements. Excusez-moi mon français, mais j'essaie de me faire comprendre. Parfait, très bien. Merci à toi, Vera. Merci à toi. Et on sait qu'au Brésil, le sujet climatique est un sujet sensible. Donc, bravo de t'y intéresser. Sans doute. Hein? On avance, hein? On avance. Petit à petit, on avance. Hein? Absolument. Merci à tous. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous retrouver pour la prochaine conférence sur notre site web également, sur nos réseaux sociaux. Et j'aimerais bien aussi vous informer que comme on est une association 1901, donc on est toujours ravis d'avoir des nouveaux adhérents ou des dons pour nous soutenir. Donc, on fait ça bénévolement. Et donc, à très bientôt, à très vite. Et encore merci, Monsieur André Jean Guérin. Merci à toutes et tous et bonne soirée.